monde et bienvenue dans les deux geeks numéro 3. Je suis en compagnie des viewers qui sont là en direct sur Twitch avec moi. N'hésitez pas à nous rejoindre chaque samedi matin. À partir de 9h, on est là pour faire l'actualité en direct de la culture geek. Et aujourd'hui, on va avoir quelques petites choses à raconter, notamment pourquoi ? Parce que c'est le week-end de la San Diego Comic Con. Voilà, c'est notre thème principal. Il y a quelques infos, même si la convention est toujours en cours. Quelques informations que j'ai réussi à récupérer sur les 2 premiers jours de la convention. Donc je vous parlerai de tout ça. Au sommaire, on aura également un petit point sur le rachat Microsoft à Activision Blizzard King. Un petit test de jeu, j'ai voulu me faire ça, un petit test de jeu sur le nouveau jeu DC Heroes and Villains du coup qui est sorti sur mobile. Donc je vous parlerai de ça sur les quelques heures que j'ai passées sur le jeu, que je trouve très cool, qui est sorti cette semaine. Et puis on parlera un tout petit peu d'Aquaman rapidement avant d'attaquer les brèves, avec quelques brèves, voilà. Mais le gros du dossier, c'est effectivement la San Diego Comic Con 2023 qui a actuellement lieu. Et très pauvre en contenu cette année, puisqu'on savait déjà que on aurait un manque avec Marvel et DC qui ne sont pas présents, qui n'ont pas de panel. Je parle en termes des studios de cinéma et cinéma et séries. On sait que la grève des scénaristes et des acteurs aujourd'hui maintenant impacte grandement l'événement. Et donc c'était prévu, c'est sûrement pour ça qu'il y a des panels qui ne sont pas là. C'est pour ça que des gens comme James Gunn ne sont pas là, parce qu'ils sont très proches de leurs acteurs et des scénaristes avec lesquels ils travaillent. Donc en soutien, je pense que c'est par rapport à ça du coup que James Gunn notamment n'est pas présent à la San Diego Comic Con 2023. Mais malgré tout, la San Diego Comic Con, c'est comme son nom l'indique, des comics en majeure partie. Et donc, du coup, on a quelques infos au sujet des comics et de ces adaptations. On aura quand même quelques trucs à partager. Donc, on commence tout de suite, du coup, avec la première info, c'est Ram V, le scénariste Ram V, qui signe une exclusivité de 2 ans chez DC Comics. Ça, c'est une info qui est assez énorme pour les fans de comics. Ram V est reconnu comme étant vraiment un des scénaristes dernièrement qui est vraiment à le vent en poupe. Il écrit des choses vraiment extrêmement bonnes. Et donc, il a signé une exclusivité de 2 ans pour ce qui est du super-héros. Ça veut dire qu'il ne pourra pas travailler chez Marvel. Mais néanmoins, il pourra continuer à écrire ses indés parce qu'il a pas mal de séries indés à côté. Il y en a 2 ou 3 qui ont pas mal de succès, je crois. De mémoire, j'ai plus les noms, mais je sais qu'il y en a au moins 2 qui ont pas mal de succès quand même sur ses indés. Il pourra continuer à écrire ses indés, mais en tout cas, il signe en une exclusivité de 2 ans chez DC qui lui permettra notamment de continuer son run Batman Nocturne, donc c'est Batman Detective Comics. Sur laquelle d'ailleurs il y aura une mini-série qui va être lancée là, il y a 4 épisodes spéciaux qui vont être lancés je crois au mois d'octobre ou quelque chose comme ça. Je suis pas très sûr de la date à ce niveau-là, j'ai pas noté. Mais en tout cas voilà, c'est Ram V qui signe une exclusivité chez DC, qui ne travaillera pas pour Marvel d'ici les 2 prochaines années. C'est une excellente nouvelle du côté de chez DC parce que il est fort de propositions sur pas mal de titres. Et donc là, il s'assure simplement que Ram V n'aille pas chez la concurrence et la maison des idées et conserve du coup son full potentiel, on va dire, chez DC Comics en ce qui concerne le super-héros. On passe à une deuxième info sur la SDCC 2023. C'est aussi du comics et c'est un autre gros scénariste. Et ce coup-ci, c'est chez Marvel puisque c'est Jonathan Hickman qu'on ne présente plus, qui présente son nouveau projet Gods, G-O-D-S, ok, c'est un nouveau projet chez Marvel. On sait que Jonathan Hickman, quand il se met sur un projet, c'est souvent incroyable, hein. On a eu les 4 Fantastiques, les Avengers, enfin, il est passé partout. Et là, en gros, qu'est-ce que ça va présenter, Gods ? Ça va présenter Doctor Strange déjà, dans un premier temps, sur un fond de mystique, ésotérique, tout ça, vous voyez. Et en gros, qu'est-ce que ça va donner à votre avis ? Bah c'est juste des héros et des héros, des héros et des anti-héros qui vont devoir collaborer face à une énorme menace. Voilà. Classique, le scénario de comics, voilà, c'est obvious au possible. Pas d'autres infos, y a rien de grand pour l'instant. On n'a pas plus d'infos que ça. On sait juste en tout cas que Doctor Strange sera à la tête de tout ça et qu'on aura a priori 2 groupes distincts qui vont travailler aussi apparemment de pair pour combattre une menace.
pas plus d'infos. Ça reste assez vague. C'est effectivement une petite présentation. Est-ce qu'on aura plus d'infos dans le week-end ? Peut-être. Il y a peut-être même des infos qui sont sorties. Je vous rappelle que je tourne cette émission le samedi matin. J'ai les infos de la San Diego Comic Con jusqu'à, on va dire, vendredi soir. J'ai réussi à choper quelques petits trucs. Ce qui s'est passé cette nuit, je peux pas avoir l'intégralité de l'info, mais en tout cas, ce qui est sûr, la semaine prochaine, on pourra refaire une grosse conclusion sur la SDCC 2023. Donc, on reviendra dessus. On a appris autre chose également depuis le début de la SDCC. On a appris que Batman Mask of the Phantasm, ou le fantôme masqué en VF, sortira en 4K UHD le 20 septembre. Il est réédité en 4K UHD. Donc ça sortira le 20 septembre. C'est bientôt, c'est dans 2 mois. C'est un des plus grands films animés sur Batman, un des plus appréciés. Pourquoi ? Parce que notamment c'est un spin-off de la série animée de 1992, Batman TAS de 92. Si vous n'avez jamais vu cette série animée, regardez-la maintenant, stop. Je vous autorise à couper le live là et aller voir Batman. Voilà, je vous autorise, mettez pause, vous reviendrez plus tard. Voilà, c'est la série animée Batman quand même, faut l'avoir vu. Et donc on aura un bonus dedans, au-delà du fait que ce soit une sortie 4K UHD, on aura un bonus inédit qui sera dédié à Kevin Conroy, du coup, la voix légendaire de Batman dans les animés américains, la voix américaine qui nous a quittés l'année dernière, du coup. Donc il y aura un gros bonus sur cet homme. On a une autre info d'ici qui nous vient aussi, c'est une mini-série en 7 numéros. Et attendez, je prends une grande inspiration. Justice League versus Godzilla versus Kong. Ok, vous ne l'attendiez pas celle-là. Vous avez pris la balle là. Oh là. DC rencontre le Monsterverse. Une mini-série de comics en 7 numéros par Brian Buccellato et Christian Duce au dessin, qui sortira en octobre 2023 aux US, bien sûr. Je parle des dates US. Là, on est dans l'actu de la San Diego Comic Con, donc c'est forcément les sorties US que je peux notifier en termes de dates. Et donc, c'est une mini-série qui va présenter la Justice League contre le Monsterverse. Je sais pas quoi en penser. On n'a pas plus d'infos que ça. Mais je crois que ça se suffit en soi. Voilà, advienne que pourra. On verra ce qu'il en est. On va voir. Ça paraît très bizarre sur le fond, mais voilà, un gros partenariat avec, je crois que c'est Legendary aujourd'hui qui doit avoir les droits du Monsterverse. Donc entre Warner Bros Discovery, Legendary, DC et le Monsterverse, quoi. Godzilla, Kong. Incroyable. Sachez également, petite info que je vous glisse au passage, que Amazon a leaké du coup la sortie d'un jeu Kong qui sortira d'ici quelques mois. J'ai plus la date. Ça doit être pareil, ça doit être octobre aussi, je crois. Et ils ont leaké la sortie du coup d'un jeu Kong qui a été édité par un petit studio qui sortira du coup, voilà, je crois que c'est octobre. Donc le Monsterverse a encore de la ressource. On attend d'ailleurs, c'est Godzilla vs Kong 2, non ? C'est ça, je crois, la suite. Donc le Monsterverse est toujours vivant et donc ils mettent quelques cartouches ça et là pour réussir à dire on est toujours là les gars, on a toujours des projets, donc on verra bien ce que ça donnera. Invincible saison 2. Là on attaque du très lourd les amis. Ça y est. On a eu d'abord un poster, je crois que c'était hier ou avant-hier, on a eu d'abord un poster qui disait bientôt bientôt les gars, la saison 2 d'Invincible. Ok, mais quand ? On a eu plus d'infos cette nuit. Pour rappel, qu'est-ce qu'Invincible ? Invincible, c'est le premier gros pavé dans la mare de Robert Kirkman, du coup, le scénariste de The Walking Dead. Je rappelle, qui à la base n'est pas une série mais un comics. Et donc, Robert Kirkman, avant d'écrire The Walking Dead, a écrit Invincible. Invincible raconte l'histoire de Mark Grayson, le fils d'un des plus grands héros de la planète Terre. Et donc, Mark Grayson cherche à obtenir
obtenir ses pouvoirs, grosso modo, au départ. Et voilà, et tutti quanti. Je peux pas aller plus loin parce que l'histoire de Invincible est folle. J'ai pas lu les comics et je vous jure que c'est dans ma read list. Hein. Vraiment, Invincible, ça fait partie des intégrales que je vais me faire un jour ou l'autre. Juste comme je sais que c'est fini, ouais, j'ai pas la pression. Hein. J'ai pas la pression. Je me dis ok, trop cool. Et j'ai découvert Invincible avec la première saison qui est disponible déjà sur Prime Video. Et donc Invincible, c'est juste extraordinaire. Si vous avez aimé The Boys, notamment chez Prime Video, bah dites-vous qu'Invincible, c'est du même style en mode animé. Ok, c'est un animé, c'est assez violent, etc. Il y a beaucoup de twists, il y a des trucs super intéressants, c'est intriguant au possible. Et donc là, on attendait la saison 2 avec impatience. On a eu un poster. Et puis cette nuit, on a eu une bande-annonce, du coup, plus un épisode spécial sur Atom Eve, qui est déjà disponible sur Prime Video. Oui, messieurs, mesdames, il est déjà disponible. Un épisode spécial sur la genèse un peu d'Atom Eve, du coup. Et la date, enfin la date de la saison 2, ça sera le 3 novembre. Voilà, le 3 novembre, les gars, 3 novembre, c'est tout proche, hein, c'est presque demain. Hein. Le 3 novembre, on aura la saison 2 d'Invincible. Voilà, si vous n'avez toujours pas vu la saison 1 d'Invincible, foncez, regardez Invincible également. Voilà, encore une reco, je vous en fais plein ici. Invincible, la saison 1 est disponible sur Prime Video, n'hésitez pas à regarder ça. Et comme ça, vous allez en plus pas avoir le temps de vous ennuyer, que vous aurez la saison 2 qui va arriver direct. Vous êtes royal si vous n'avez pas encore vu ça. C'est vraiment une reco plus. En plus de ça, on a un jeu mobile Guarding, donc Invincible, Guarding the Globe, qui a été annoncé par Ubisoft, développé par Ubisoft. C'est un jeu action stratégie ou tour par tour. On n'a pas de date, mais ça sera disponible rapidement sur les mobiles, apparemment. Ça va sortir soon. Je ne sais pas trop quoi en penser. Le trailer, c'est plus un trailer d'annonce. Il n'y a pas vraiment de gameplay et tout. Donc pour l'instant, c'est difficile d'en dire quoi que ce soit. J'ai l'impression que ça sera quand même en multijoueur, il y aura de la coopération. Alors comment ça va se dérouler, je ne sais pas du tout. On verra bien, mais voilà, Invincible en tout cas est une licence qui va continuer à faire parler d'elle et les projets vont se multiplier, je pense, du côté d'Invincible. Qui mérite vraiment d'être regardé et lu du coup, puisque je peux vous dire que Robert Kirkman, il a fait parler de lui avec Invincible avant de faire parler de lui avec The Walking Dead, hein, vraiment. En tout cas, dans le monde du comics, il est respecté autant pour l'un que pour l'autre. Et donc, c'est très bien de voir où est-ce que ça mène. Et l'avantage aussi, hein, c'est que Robert Kirkman est bien plus investi dans Invincible en animation que dans The Walking Dead, la série. Vous savez que la série The Walking Dead, voilà, il a laissé travailler les gens et tout. Invincible, il est un peu plus dedans quand même. Alors, je sais pas si c'était le cas sur la saison 2, mais en tout cas sur la saison 1, il était bien plus investi créativement dans la série, contrairement à The Walking Dead qui a été laissé de libre cours un peu. Donc voilà, ça peut être aussi une preuve de valeur. Également, One Piece sur Netflix. On a une nouvelle bande-annonce qui est sortie. Ça a l'air pas mal. Moi, je le connais pas. On a regardé la bande-annonce en pré-show de cette émission. Voilà, n'hésitez pas, on fera ça désormais sur les pré-shows. On regardera les petites bandes-annonces que j'ai pu dénicher sur la semaine. Et du coup, voilà, une petite bande-annonce qui donne envie pour One Piece. En tout cas, pour moi qui ne connais pas du tout l'univers, enfin, qui connaît, on va dire, de loin. Je connais un peu les personnages, je vois un peu à quoi ils ressemblent, etc. Mais sans plus. L'univers me parle pas trop. Et bah, pour moi, ça me hype un peu. J'ai envie de voir ça, j'ai envie de découvrir. C'est super intriguant. Est-ce que ça sera assez bon pour les fans de l'anime ou du manga? Je ne sais pas. Néanmoins, ça a l'air relativement accurate, on va dire. Et ça sortira du coup le 31 août sur Netflix. Donc là, c'est bientôt, hein, c'est dans un mois, hein, dans un tout petit peu plus d'un mois, les gars. Donc c'est pareil. Hein. Là, on a des annonces, là, ça va vite. Hein, ça va vite, hein, ça va très très vite. Et puis la dernière info que j'ai retenue... qui n'est pas vraiment la dernière, d'accord, d'ailleurs, parce que j'ai noté les bandes annonces à part, mais c'est en tout cas une nouvelle information du côté de chez DC qui a annoncé 2 nouveaux films d'animation en 2024 qui seront ni plus ni moins un film d'animation Watchmen, déjà, plus un film d'animation Crisis on Infinite Earths. Voilà, le grand classique. Et je pense que ce film d'animation peut être vraiment super en fait pour les gens qui ne connaissent pas et sont un peu rebutés par lire un comics des années 80. C'est pas toujours facile. Moi, je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça.
Je peux vous dire que graphiquement, ça pique un peu les yeux parce que les palettes de couleurs de l'époque, elles sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a des gens que ça dérange pas du tout après, hein. C'est à la vision de chacun, ça, c'est vraiment purement subjectif. Et donc moi personnellement, je sais que les couleurs des fois ça pique un peu les yeux. T'as un super rose fluo et puis à côté t'as un jaune qui te pète les yeux aussi. Et donc le contraste des couleurs des fois c'est pas super agréable. La narration, forcément, c'est de la narration des 80s, hein, donc la narration aussi, pareil, elle est un peu particulière. Mais si on arrive à rentrer dans le moule, c'est assez ouf à lire, c'est quand même incroyable. Ça pose les bases du DC qu'on connaît d'aujourd'hui et de toutes les méga crises qu'on vient nous sortir tous les 4 matins. Puisque c'est la première grande crise d'ampleur qui avait été écrite du coup pour l'univers DC, qui a rebooté, qui a mis à jour complètement l'univers DC dans les années 80, j'ai plus la date exacte. Voilà, c'est quelque chose à savoir et on aura du coup un film d'animation enfin sur Crisis on Infinite Earths, en plus d'un film d'animation sur Watchmen. Et du côté, juste la dernière petite annonce, c'est les bandes annonces qui sont sorties. On a eu The Marvels, du coup, le prochain film Marvel Studios qui sortira le 8 novembre, qui nous présente le vilain, ou la vilaine, puis-je dire, Darben, du coup, je ne connais pas du tout. Voilà, je connais pas. Néanmoins, la bande-annonce, je l'ai trouvée intrigante. Ça va pas révolutionner le Marvel Cinematic Universe, hein, mais par contre, c'est intriguant la façon dont ils ont eu de mettre en avant le fait qu'au final, les trois personnages, les trois Marvel, étaient liés en fait par le biais de leur pouvoir. C'est-à-dire que Miss Marvel, Captain Marvel et alors du coup, je sais plus quelle vision ils ont pris. Mais sur les trois personnages qui sont liés, on va dire, avec leur pouvoir, en gros, quand elles utilisent leur pouvoir, elles sont interchangées. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Et elles ont une malédiction, en gros, et donc dès qu'elles utilisent leur pouvoir, elles sont finalement téléportées, elles sont échangées. Je sais pas trop comment dire, donc c'est super intriguant. Parce qu'on n'a vraiment pas de réponse, on ne sait pas du tout ce que ça a donné, mais c'est super intriguant sur le fond. Par contre, après, sur la forme, ça va rester du Marvel. Ça révolutionnera pas le genre. Ça va pas faire 1 million d'entrées. Voilà, ça sera pas exceptionnel. Ça va faire le travail que fait Marvel depuis quelques années maintenant. C'est servir un film divertissant et voilà. Et que les enfants de 8 ans peuvent aller voir sans sourciller. Ni plus, ni moins. En plus de ça, on a eu aussi une nouvelle bande-annonce pour le jeu Spider-Man 2 qui sortira le 20 octobre. Non, le 19 octobre, 20 octobre, je sais plus. 19 ou 20. Et donc on y voit Venom et Harry Osborn du coup dans le trailer. Je vous en dis pas plus. Si vous voulez aller voir, vous allez le voir. Si vous voulez pas le voir et vous gardez la surprise, vous gardez la surprise. Je peux juste vous dire qu'on voit ces deux personnages-là dedans. On les voit pas énormes, mais assez pour que ce soit relativement intéressant. Le jeu, je pense, va être ouf. Et on a hâte et on le fera en live ici. Je ressortirai la PS5 pour l'occasion, puisque là elle est dans la salle, donc je la remettrai dans le bureau pour l'occasion, pour faire Spidey, c'est sûr, au mois d'octobre prochain. On a également eu une nouvelle bande-annonce pour Harley Quinn, la saison 4 de l'anime Harley Quinn du coup, qui est toujours aussi déjantée, clairement. Harley va essayer de s'inclure un petit peu à la Bat Family par le biais de Nightwing, Batgirl et Robin, Damian Wayne. Et ça sortira le 27 juillet aux US, donc ça c'est relativement demain. Enfin, c'est voilà, la semaine prochaine. C'est quelque chose. Harley Quinn, c'est particulier. J'ai pas regardé la saison 3, j'avais dû me lancer que le premier épisode et j'ai dû passer à autre chose, mais j'ai vu les 2 premières saisons et j'ai trouvé ça sympa. C'est très irrévérencieux. J'aime bien le terme. C'est cool. Maintenant, bon voilà, ça révolutionne pas non plus le truc. Ça plaira aux gens qui aiment les personnages d'Harley Quinn, qui aiment les trucs super loufoques. Ça plaira peut-être aux gens, par exemple, qui ont adoré Peacemaker, pardon, pas le même personnage. Peacemaker de James Gunn, parce que voilà, c'est voilà, comme je le dis, très irrévérencieux, hein, c'est ça. Donc voilà, la saison 4 qui sera toujours aussi déjantée, qui parlera toujours autant de cul, qui parlera de nichons, qui parlera de tout ce que vous voulez de toute façon. C'est une série mature, donc à regarder si le genre vous plaît. Et ça sera dispo aux US le 27 juillet. Ça devrait être dispo en France sur Toonami. On n'a pas de date encore, bien entendu, ça va mettre un petit peu de temps je pense. Rick and Morty, The Anime. Oui, il va y avoir un animé Rick and Morty.
un dérivé par un studio d'animation japonaise. On a une bande-annonce, on l'a regardé en pré-show également. Ça m'attire pas du tout, voilà, je vous le dis. Moi personnellement, c'est pas du tout ma cam, je regarderai pas du tout parce que je sais pas pourquoi, mais l'univers de Rick and Morty en animé là, non, j'arrive pas à voir. J'ai pas réussi à accrocher sur le trailer qu'on a vu et voilà, il faudrait déjà que j'arrive à terminer Rick and Morty aujourd'hui. J'ai un peu de retard, pas grand chose, mais un petit peu, donc il faudrait déjà que j'arrive à avancer sur Rick and Morty avant de regarder ça. Et le dernier point de cette San Diego Comic Con, c'est dans l'univers de Walking Dead. On reparle un petit peu de Walking Dead. On en a parlé avec Robert Kirkman sur Invincible. Et là, on parle vraiment de Walking Dead puisque on a eu le trailer complet de Daryl Dixon, The Walking Dead Daryl Dixon, qui sortira le 10 septembre, qui se déroule en France, qui est avec Daryl Dixon, forcément, puisque la série porte son nom. Et je pense que ça va être banger, il faut regarder. Voilà, je pense que ça va être cool. Je pense qu'en plus, en tant que français ou francophone, je pense que c'est super intéressant. Il va y avoir des monuments français, etc. On voit dans la bande-annonce, dans le trailer, là, on voit qu'en plus, il y a vraiment des gens qui parlent français dedans et tout. Donc c'est relativement cool. Donc je pense que ça peut être vraiment cool. Ça sortira le 10 septembre. On a hâte. Et on a une autre petite chose qui nous a été montrée. C'est un tout petit teaser sur The Ones Who Live. C'est littéralement le titre de ce projet, cette série qui arrivera en 2024, The Walking Dead, The Ones Who Live, qui sera ni plus ni moins la série avec Rick et Michonne. Voilà, ça y est, c'est lâché. Ça sera disponible en 2024. Pas plus d'infos sur la date dans l'année. En 2024, ça veut dire novembre. C'est fin d'année. Quand on vous dit en 2024... comptez pas ce que ce soit en mars, je vous le dis, ça sera en fin d'année, c'est sûr et certain. Voilà pour les infos de la San Diego Comic Con 2023. Et on fera le point la semaine prochaine sur le reste, puisqu'il reste voilà, le samedi et le dimanche là, à passer à la convention. Donc on fera le point la semaine prochaine sur les choses qui ont pu être ajoutées durant ce week-end de convention. Allez, on continue avec le point Microsoft et Activision Blizzard King, le rachat. Je vous en ai parlé la semaine dernière, on a fait un gros dos sur le sujet. Je vous en ai parlé. On est sur un truc qui avance lentement, mais qui avance. Et aujourd'hui, j'ai de nouvelles infos à vous parvenir sur cette affaire. On a notamment le prolongement de la date du contrat de rachat. Voilà, vous saviez qu'il y avait jusqu'au 18 juillet pour Microsoft pour racheter Activision Blizzard King. Sinon, il risquait des choses du genre, il risquait de devoir verser, notamment si le rachat ne se faisait pas, de devoir verser des milliards, c'était 2 ou 3 milliards, je crois, à Activision Blizzard King. Donc voilà, ils se sont entendus. Maintenant... Ils se sont entendus sur la date de rachat, sur le report de la date de rachat maximale qui sera le 18 octobre. Donc, ils ont prolongé la date de rachat au 18 octobre. Et ça a quelques impacts. Ça permet notamment à Microsoft et à la CMA, donc l'autorité de la concurrence au Royaume-Uni, de s'entendre pour valider le rachat et que le rachat soit global. Je vous avais donné la semaine dernière l'info comme quoi... il se pouvait que Microsoft rachète partout dans le monde sauf au Royaume-Uni, que le Royaume-Uni soit desservi par un autre éditeur tiers, etc. Ils ont préféré faire une chose, c'est trouver un accord pour prolonger la date du contrat de rachat et permettre derrière de pouvoir travailler main dans la main avec la CMA pour s'entendre. Donc faire une nouvelle proposition, etc. Donc là, ça va reparler gros sous. Mais sincèrement, je pense qu'ils ne vont pas attendre la date du 18 octobre au dernier délai. Je pense que ça va se faire bien plus rapidement que ça. Là, ils ont juste à s'entendre. La FTC aux États-Unis, c'est fini, on n'en parle plus, ils ne peuvent plus rien faire. Soi-disant, ils ont encore des trucs à vouloir mettre. Je pense que l'idée pour Microsoft, c'est d'acter le rachat relativement rapidement pour pas que ça traîne et que la FTC n'ait pas le temps de se retourner à essayer de monter de nouveau un dossier, etc. Bon, après, c'est mal foutu aussi pour la FTC, parce que voilà, on leur a dit une fois que c'était nope. Ils ont voulu venir en mode oui, mais attendez, parce que nope. Donc là, c'est bon, c'est foutu. La FTC, ils vont pouvoir essayer de nouveau. Mais je pense que Microsoft ne laissera pas trop le truc. Là, l'idée, c'est de clore un peu le deal avec la CMA, histoire de valider le rachat mondial, de ne plus en parler. On est d'accord, c'est ça. Néanmoins, ça a un autre impact. C'est que si le rachat est un échec
Entre le 29 août et le 15 septembre, ça sera 3,5 milliards qui devront être versés à Activision Blizzard King. Si l'échec du rachat intervient entre le 15 septembre et le 18 octobre, ça sera 4,5 milliards qui devront être versés. Donc, autant vous dire que Microsoft a sans doute pas envie de verser ces milliards dans le vide. Ils ont envie de mettre 68 milliards pour acheter l'intégralité. Voilà. Il y a très peu de chances que ça arrive, un échec à ce niveau-là. Il y a très peu de chances. Ça va se faire. C'est qu'une question de temps. Ça a d'autres impacts, tout ce point de rachat, ça a d'autres impacts. C'est Microsoft et Sony qui ont signé un contrat de 10 ans pour pouvoir conserver Call of Duty sur PlayStation. Alors, un petit contrat, Sony s'est protégé, Sony ne voulait pas y croire, Sony a essayé de batailler, et donc du coup ils ont finalement baissé pavillon en disant bon allez les gars, on est prêt à vous donner un peu de fric pour conserver Call of Duty sur PlayStation. De toute façon, ça aurait été utopique de penser que Microsoft allait se séparer du parc de consoles PS5, ça j'en ai parlé la semaine dernière. Penser aujourd'hui que Microsoft serait assez con pour se séparer des millions qu'il y a à gagner sur PlayStation avec Call of Duty, parce que je vous rappelle que Call of Duty c'est le jeu le plus vendu sur PlayStation littéralement chaque année, et que on est sur quelque chose qui n'est pas quantifiable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de PlayStation vendus en rapport des Xbox, c'est colossal. On ne peut pas se permettre de dire non, la PlayStation, on va pas mettre Call of Duty dessus et tout. Non, il y a trop de fric à faire. Microsoft, leur but, c'est de faire de l'argent. C'est pas de faire plaisir aux pro Xbox gamers de je sais pas quoi. Non, ils en ont rien à foutre de votre avis. Ils veulent juste gagner du fric. Voilà. Donc, vendre Call of Duty sur PlayStation, c'est un point névralgique de la stratégie de Microsoft pour gagner de l'argent, c'est sûr. Call of Duty, chaque année, est un des jeux les plus vendus, si ce n'est le jeu le plus vendu sur PlayStation. Il y a immensément de fric à prendre là-dessus. Ils se sont bien protégés avec ce contrat en se disant, pour les 10 prochaines années, on gagnera de l'oseille parce que PlayStation va payer du coup ce contrat en mode, ils veulent garder Call of Duty sur PlayStation, donc ils vont mettre la main à la pâte, et en plus de ça, de toute façon on va vendre nos jeux sur PlayStation, on a du fric à prendre. Voilà, c'est très intelligent. Il y a un autre impact que ça peut avoir aussi, le rachat de Microsoft, le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, c'est les jeux Blizzard qui vont arriver incessamment sous peu sur Steam. Vous avez bien entendu. Aujourd'hui, les jeux Blizzard, c'était Battle.net, c'était exclusif à leur launcher à eux. Et ça commence à s'émanciper un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a un contrat avec Nvidia qui a été signé. On va avoir les jeux Blizzard sur le GeForce Now, notamment, le service de cloud gaming de Nvidia. Et Steam va également avoir la possibilité d'avoir les jeux Blizzard. Notamment, le premier, ça va être Overwatch 2 qui arrivera le 10 août sur Steam. Donc ça arrive vite, ok ? Donc ça, c'est un gros changement. C'est quelque chose, Blizzard à la base était très conservateur sur ce point. Je pense que Microsoft là-dessus, vous voyez là, c'est en mode non mais nous on arrive, on va racheter, on met des millions sur la table, on veut que le jeu soit disponible partout. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses à prendre en considération. Steam, vous savez qu'ils ont notamment le Steam Deck. Apparemment, pour jouer à un jeu Blizzard sur le Steam Deck, c'est un enfer. Si c'est dans la bibliothèque Steam, c'est plus facile pour tout le monde. Donc on va avoir du coup les jeux Blizzard sur Steam qui seront disponibles, donc du coup jouables sur le Steam Deck notamment, et je pense qu'aujourd'hui de toute façon c'est mieux en fait, c'est mieux pour tout le monde. Alors il y a peut-être un problème qui va intervenir, c'est qu'aujourd'hui les jeux Blizzard étaient vendus relativement cher parce qu'ils n'étaient que sur leur store en fait. Et donc du coup les jeux Blizzard étaient quand même relativement vendus cher. Je veux dire, j'ai moi-même mis la main à la pâte pour mettre 80€ dans Diablo 4. Je veux dire, voilà, c'est quand même cher. Pour un jeu PC, c'est cher. Donc je ne sais pas ce que ça va donner sur l'impact du prix. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le nombre de joueurs que tu vas toucher, tu peux le multiplier par 2, voire 3. Parce que là, il y a des gens qui ne s'intéressent pas aux jeux Blizzard, qui là vont s'y intéresser parce que ça arrive sur Steam. Croyez-le. Donc il y a du fric. Encore une fois, c'est qu'une question de pognon. Là, il y a de l'oseille. Il y a de l'oseille à faire. Donc c'est très malin de la part de Microsoft d'acter ces premiers trucs. Et ils n'ont même pas encore effectué le rachat, que c'est déjà quelque chose qui va se passer.
Donc vous voyez l'impact qu'a aujourd'hui Microsoft déjà sur Activision Blizzard King, c'est obligé. C'est pas Activision Blizzard qui a dit ouais ça y est les gars on se sépare du Battle.net alors qu'on est sur le point de vendre la boutique. Bah non, non. Ça c'est une réflexion d'un commun accord. Tu peux pas prendre cette décision avant de vendre ça pour 68 milliards sans prendre en considération ce que le gars qui va te racheter te dit. Il faut être logique quoi à un certain moment. Donc l'impact du rachat de Activision Blizzard King est énorme sur le gaming aujourd'hui, ça va être incroyable. Je veux dire, et je parle pas du fait que les jeux vont arriver dans le Game Pass pour tous les possesseurs du Game Pass. Voilà, c'est fou, c'est fou. Nouveau point les amis, nouvelle info, nouvelle actu, nouveau test. Oui, j'ai testé pour vous DC Heroes and Villains. Voilà, le nouveau jeu mobile de DC Comics qui est sorti cette semaine. Un RPG puzzle développé par Ludia Jam City. Plus de 60 personnages à collectionner. C'est énorme. C'est pas en rapport de tout ce qui se trouve dans l'univers DC, ce n'est pas beaucoup, mais il faut forcément que tu te gardes des mises à jour. Donc tu peux pas mettre l'intégralité du roster de DC Comics. Donc je pense qu'il se garde énormément de personnages sous le bras pour pouvoir les mettre dedans. Il y a un jeu du coup qui est conséquent, beaucoup de personnages à collectionner. Vous devez former une équipe à chaque rencontre. Vous devez former une équipe de 5 personnages dans votre collection. Vous avez 152 missions solo pour le moment. Il y a un mode JCJ, un mode PVP qui s'appelle Assaut. Et comment ça se passe en gros le gameplay? Tout simplement, c'est des combinaisons de couleurs. Donc c'est un puzzle. C'est un peu à la... c'est quoi? C'est Candy Crush, non? Je crois que c'est ça. Puzzle game là, Candy Crush, t'échanges en fait dans un puzzle, t'échanges des trucs pour faire des combinaisons et tout. Donc c'est clairement ça, un RPG puzzle game là. Tu dois faire des combinaisons de couleurs entre le puzzle, les ennemis qui se trouvent en face et ton équipe. Ok? C'est-à-dire qu'en gros, t'as tes éléments de couleurs, du coup tu as 6 couleurs au total. T'as tes éléments de couleurs, 5 couleurs pardon au total. Tu as tes éléments de couleurs du coup qui sont dans ton tableau. Et donc du coup tu dois faire les combinaisons. Les ennemis ont une couleur particulière et donc la couleur indique un état et donc toi tu dois répliquer selon une couleur qui va avoir plus ou moins d'impact sur lui. Ok ? Grosso modo, si tu as de mémoire, je vous dis ça de mémoire, si tu as un ennemi qui est rouge, tu dois lui envoyer une attaque bleue. Ok ? Pour lui faire plus de dégâts. Si tu lui envoies une attaque verte, tu fais moins de dégâts. Si tu lui envoies une attaque rouge, tu lui fais des dégâts normaux. Ok ? En gros, voilà comment ça se joue un petit peu. Il y a des forces et des faiblesses sur chaque ennemi. Et vos personnages à vous aussi ont des forces et des faiblesses. Notamment Batman, par exemple, il est violet. Ok ? Vous avez Catwoman, elle est violette aussi. Vous avez Robin, du coup, qui est jaune. Voilà, il y a des combinaisons de couleurs comme ça. C'est-à-dire que vos personnages qui ont des coups spéciaux, en fait, qui, voilà, on fait gravir une barre, finalement, une barre de je sais même pas comment on l'appelait, mais que quand elle arrive au bout, en gros, vous avez une attaque spéciale à faire. Cette attaque spéciale, elle va dépendre de la couleur que vous avez. Donc, si vous faites une attaque spéciale avec Batman, ça considérera que c'est une attaque violette. Et les attaques violettes, elles sont efficaces contre les ennemis jaunes. Une barre de charge, ouais. Voilà, donc c'est un peu confus un peu ce que je vous dis comme ça. Mais en gros, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez un puzzle dans lequel vous avez les couleurs de vos éléments. Quand vous combinez des éléments et que vous les envoyez sur vos ennemis, vous envoyez la couleur de l'attaque en rapport de la couleur de votre ennemi. Ça a plus ou moins d'impact. Okay ? Et puis, vous avez vos personnages à vous qui ont un impact également avec la couleur des attaques que vous allez envoyer avec eux. C'est bête et méchant comme gameplay. C'est relativement simple. Mais j'ai trouvé ça super bien organisé, perso. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que j'aime pas trop ce genre de jeu en général. Et le fait que là, on est dans un lore DC avec des personnages DC et qu'on ait du coup cet aspect à faire des missions qui se retrouvent dans Gotham City, avec d'autres choses que je vais vous raconter là, puisque il y a pas mal de trucs intéressants du genre, on peut acheter du coup des capsules, donc forcément les loot box, vous connaissez, on achète des capsules pour obtenir un personnage. Au départ, vous avez quand même relativement de crédits, de choses, de récompenses pour acheter quand même pas mal de capsules. Moi, en tout cas, j'ai pas été gêné jusqu'alors. J'ai joué pas mal d'heures dessus déjà en 2 jours là.
je peux vous dire que déjà, j'ai une bonne collection. Donc du coup, vous pouvez acheter des capsules pour recruter des personnages. Vous avez un pass de combat gratuit dans un premier temps de 20 niveaux qui vous permet de débloquer Poison Ivy notamment. Vous pouvez quand même la looter, elle est lootable dans les capsules. Mais si vous ne l'avez pas looté au bout de 20 niveaux, vous l'obtenez. Et là, vous allez me dire, mais ça fait une répétition en fait. Oui, mais en fin de compte, comme vous faites évoluer vos personnages, pour les faire évoluer, il faut gagner plusieurs fois le personnage. Vous voyez la logique ? Je vais revenir sur ce point-là, sur l'amélioration des personnages. Mais il y a une logique en fait à avoir plusieurs fois les mêmes personnages. Une fois que vous avez fini le pass de combat de 20 niveaux, vous débloquez le pass de combat de la saison 1 qui comporte 250 niveaux, qui donne accès aux capsules de pass de combat dans lesquelles il y a Superman. Voilà. J'ai acheté 10 capsules de pass de combat, je n'ai toujours pas looté Superman. Donc je n'ai pas de chance. Voilà. Le pass de combat, forcément, il y a une partie qui est gratuite et il y a une partie qui est payante. Et le pass de combat, accrochez-vous bien, il coûte 18€ si vous voulez le pass premium. Donc là, ils se sont littéralement goinfrés. Voilà. C'est presque le double du prix standard. Ok ? C'est colossal. 18€ pour un pass de jeu mobile. Je peux vous jurer que là... ils ont posé les balls sur la table, on va le dire. Donc je n'ai pas acheté le pass premium, vous imaginez bien, pas à ce prix-là. Néanmoins, j'aurais réfléchi, en ce moment, pas forcément l'oseille pour ça, mais globalement à 10€, ça se réfléchit. À 18, non, ça fait mal. Donc il y a pas mal de ressources, pour 18€, il y a pas mal de ressources. Mais quand même, c'est cher, c'est très très cher, je trouve. Les capsules, en plus, vous pouvez acheter des monnaies internes, etc., ça a l'air d'être des prix standards pour tout ce qui est du reste, mais par contre la saison à 18€, non, c'est cher. Il y a divers défis dans le jeu. Sur le menu, vous avez des défis ponctuels qui sont recensés en alternance sur des jours. C'est-à-dire qu'il y a un défi, par exemple, vous l'avez le lundi, mercredi, vendredi. Il va durer X temps. Vous avez un autre truc qui sera là que les mardis et les jeudis. Donc vous avez des trucs comme ça. Donc ça, c'est des défis. C'est-à-dire que vous allez avoir une arborescence de missions à faire finalement, qui va être un peu plus originale que ce que vous avez dans la main mission en fait. Vous avez des événements également, les événements qui ont lieu en façon de ce que vous êtes sur la saison et tout. Notamment là, on a un événement, je crois, sur Poison Ivy. Donc voilà, des événements. Donc là, il y a 5 défis actuellement, il y a 5 événements, tout ça qui est un peu en rotation. Donc comme je vous dis, en alternance pour les défis qui viennent de ça et là dans la semaine. Et puis les événements, c'est plus que ça. Les événements, vous en avez qui vont durer plusieurs heures, d'autres plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines, etc. Ensuite, vous avez également des quêtes, du coup, forcément, des quêtes pour le pass de combat. Dans le pass de combat, vous débloquez du coup des quêtes et vous gagnez des récompenses avec ces quêtes-là. Vous avez également des quêtes pour les missions quotidiennes, en fait, des quêtes quotidiennes que vous avez. Chaque jour, vous pouvez obtenir X quêtes à remplir. Une fois que vous les avez toutes remplies, vous débloquez des récompenses au fur et à mesure. Une fois que vous avez rempli vos quêtes quotidiennes, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous avez des quêtes hebdomadaires aussi, donc à la semaine, et puis des quêtes à vie, c'est des quêtes globales finalement, qui sont là, qu'une fois que vous avez fait, c'est fini. Avec ça, vous avez des améliorations de personnages, comme je l'ai sous-entendu tout à l'heure. Et les améliorations de personnages sont assez cool parce qu'en fait, plus vous jouez, plus vous gagnez d'XP, plus vous montez en XP votre compte. Ok ? Moi, littéralement, je suis arrivé au niveau 9. Et bah, j'ai pu augmenter le niveau de mes personnages jusqu'au niveau 9. Pas au-dessus. Vous ne pouvez pas dépasser votre niveau de compte. Donc, c'est-à-dire que j'ai un Batman que j'ai entraîné niveau 9. En gros, à chaque niveau, vous pouvez entraîner vos personnages. Vous pouvez tous les entraîner, mais ça vous coûte des ressources. Donc moi, j'ai fait un choix notamment qui est de dire, jusqu'à ce que je trouve, en tout cas ce que j'ai besoin, j'améliore 5 personnages bleus, verts, rouges, jaunes et violets, pour avoir les 5 couleurs, pour être sûr de dire, si j'ai besoin d'une équipe full, parce que je le répète, vous choisissez votre équipe avant chaque affrontement. C'est-à-dire qu'en fonction de l'affrontement que vous allez avoir, vous êtes en mesure de vous dire, là par exemple, j'ai que du jaune en face, donc il faut que je prenne que du violet. Après, à double tranchant, parce que le jaune est aussi efficace contre le violet et le violet contre le jaune. Ouais, il faut être puissant. Donc voilà, il y a toute une logique à mettre en compte là-dessus. Et donc, vous faites évoluer vos personnages en fonction du level que vous avez, vous les entraînez,
vous choisissez les personnages que vous voulez entraîner, vous pouvez leur attribuer de l'équipement que vous pouvez crafter, ou alors vous pouvez acheter des items ou looter des items et leur affecter, effectivement. Et puis vous avez également la possibilité d'améliorer les compétences de votre personnage en fonction d'autres choses. C'est-à-dire, en fonction du leveling que vous avez une attaque finalement, l'attaque spéciale que vous pouvez améliorer, qui va être plus puissante. Et puis, vous avez aussi un passif, et ce passif, vous l'améliorez seulement en lootant des personnages, le même personnage. En gros, c'est-à-dire que vous avez un Batman. De toute façon, vous commencez, je crois que c'est scripté, vous avez Batman en numéro 1. Spoiler alert. En gros, si vous avez un Batman et que vous voulez améliorer son passif, vous lootiez un autre Batman. Ok ? Donc en gros le passif il doit y avoir je sais plus, il y a 5 niveaux je crois de passif, donc ça veut dire que avant d'avoir Batman à son full potentiel passif, vous devez l'avoir looté 5 fois. Vous voyez le truc ? Donc ça permet vraiment de pouvoir vraiment choisir et se concentrer sur des évolutions de personnages. Vraiment c'est très cool, c'est très bien fait, j'aime beaucoup cet aspect là, même si je commence à avoir quelques limites du genre il va falloir dépenser de la monnaie interne, en fait, des crédits pour pouvoir se payer des ressources, pour pouvoir faire améliorer nos personnages. J'ai beaucoup joué sur les premières heures. Là, je commence à arriver à un moment où j'ai des affrontements qui sont très durs. Les affrontements sont durs, il faut que j'améliore mes personnages. Pour les améliorer, il faut que j'ai des ressources. Pour avoir ces ressources, il faut que j'ai des crédits. Donc des crédits, on en gagne en jouant. Mais là, j'atteins une certaine marge en me disant, au bout de quelques heures de jeu, j'en suis quand même arrivé là. C'est peut-être qu'à un certain moment, je vais le payer cher. Parce qu'en gros, vous avez une boutique. Et dans cette boutique, quotidiennement, vous avez des ressources que vous pouvez acheter via des golds. Les golds, c'est les pièces d'or, hein, vous en avez masse. Moi, je sais plus, j'en ai plus de 500 000. J'en ai dépensé je ne sais combien. Je crois qu'au global, j'ai dû gagner 3 millions déjà. Enfin, ça va très vite. Moi, j'ai pris le parti de dire je peux utiliser des golds. Je vais pas tout fumer, mais j'utilise des golds pour acheter des ressources. Parce qu'en fait, je crois que les ressources, elles ont une rota toutes les 8 heures ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les 8 heures, vous pouvez acheter une nouvelle ressource. Et les ressources, ça coûte pas tant cher que ça. C'est-à-dire que ce matin, par exemple, j'ai joué un petit peu. J'avais 700 000. J'ai dépensé 200 000 dans des ressources, plus ou moins. Et en gros, je sais que ces ressources-là, ce soir, je pourrais les racheter. Donc, pourquoi je dépense mon argent ? Parce qu'en fait, ces ressources-là, c'est des ressources qui vous permettent d'améliorer vos personnages derrière. Si je loupe la rotation du 8 heures, et que j'ai loupé une rotation de 8 heures, ça veut dire que finalement, c'est des ressources en moins que je n'ai pas pu acheter. Si j'avais pas de gold, ça serait un problème. Je pourrais pas dépenser mes golds indéfiniment. Sauf que je trouve que des golds, on en gagne beaucoup. Donc, je me suis vite dit, l'idée de dépenser des golds pour gagner des ressources, à mon avis, c'est worth. Ok ? Dans cette boutique, vous avez aussi la possibilité d'acheter des ressources via les crédits des assos. Donc, les assos, je le répète, c'est le JCJ, du coup. Le PVP que vous avez dedans, quand vous gagnez vos combats, vous améliorez, vous gagnez des récompenses, etc. Et vous gagnez des crédits d'assaut. Ces crédits d'assaut vous permettent d'acheter d'autres récompenses. Vous avez d'autres trucs dedans, vous avez des ressources et compagnie. Et également, il se passe quelque chose. Vous êtes peut-être posé la question, oui, mais quand j'ai augmenté le passif de mon personnage au maximum et que je loot un nouveau Batman, je loot un 6e Batman alors que j'ai déjà eu 5 et que j'ai déjà mon passif au maximum. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de looter un 6e Batman ? Et ben en fait, quand c'est comme ça, vous avez un crédit de personnage qui vous est attribué. C'est-à-dire qu'en gros, il va considérer que vous avez le personnage, il va vous redonner ça sous forme de crédit. Et ces crédits, vous pouvez les utiliser dans la boutique. Vous avez un autre onglet crédit de personnage dans lequel vous pouvez acheter de nouveau des ressources avec des crédits de personnage. Voilà. C'est assez colossal. Je ne vais pas vous mentir. Il y a beaucoup de contenu. Il n'y a pas encore l'accès aux guildes. Mais par contre, je trouve qu'il y a pas mal de choses à faire. Juste, je commence à avoir certaines limites en me disant, on est peut-être un petit peu bloqué. Bon, à certains moments, on est peut-être un petit peu bloqué en mode ça commence à devenir dur. Je pense que c'est l'objectif. L'objectif, c'est de vous faire dépenser votre argent encore et toujours. Donc, je pense que ça a certaines limites, mais néanmoins, je vous invite à découvrir le jeu. N'hésitez pas, si jamais vous voulez découvrir un petit peu le truc. Notamment, si vous aimez bien les puzzle games, ça peut être intéressant, vraiment. De découvrir ça, si vous appréciez l'univers DC Comics, évidemment. Et moi, en tout cas, je passe un bon moment dessus. On verra ce qu'il en est. Peut-être que j'aurai arrêté de jouer dans 3 jours, ou dans 15 jours, ou dans un mois. Je ne sais pas. On verra ce qu'il en est. Mais jusque-là, le jeu me plaît fort fort. Et j'ai au moins envie de continuer l'histoire et tout. Donc on verra ce qu'il en est.
Voilà pour ce petit test de DC Heroes and Villains, du coup. Pour information, il y a d'autres jeux qui sortent ou qui sont sortis du côté de chez DC. Il y a DC Dual Force, le jeu de cartes qu'on attend depuis un sacré moment. Coucou à Marvel Snap, qui est sorti déjà il y a quelques temps. Qui est bien différent de Marvel Snap, Dual Force, que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Je voulais le tester quand il y avait la bêta privée, parce que j'avais un accès, sauf qu'en fait, ça a été un enfer. La bêta privée a explosé en vol. Ils ont été obligés de repousser le test et de faire différemment. Et là, il y a une version, je crois, qui est en test, ou qui était en test, je sais plus. J'ai pas eu l'occasion de me poser dessus, donc j'ai pas plus d'infos que ça. Et il y a d'autres jeux qui ont été annoncés, du genre DC Dark Legion, du coup, qui était fait par les créateurs de State of Survival, du coup. On a plus d'infos cet automne. Bah, attendez-vous à un pay to win, parce que je crois que State of Survival, c'est typiquement le genre de jeu mobile pay to win. Donc, mettez l'argent, si vous avez envie. Ça va s'inspirer du Batman Who Loaf, donc du Batman Metal, en gros, de l'arc Batman Metal sur les comics, avec le Batman qui rit, etc. Et au-delà de ces deux trucs, on aura aussi un truc qui a été annoncé à la SDCC, et je l'avais gardé ici, c'est DC Heroes United. Ça sera une série interactive en multijoueur, ok, et dont l'histoire mènera à la création de la Justice League. Alors là, si vous arrivez à comprendre ce que ça va être ce truc, GG, parce que moi j'ai pas réussi à comprendre ce que ça allait être, clairement. Une série interactive en multijoueur. Donc déjà, c'est une série interactive. Donc on parle de série, on parle pas de jeu. C'est un jeu, mais c'était une série. Donc c'est une série interactive qui sera multijoueur. Et tout ce qu'on sait, c'est que l'histoire, elle mène à la création de la Justice League. Voilà. On s'arrête là. On s'arrête là. On aura plus d'infos, bien sûr, bientôt. Peut-être que je vous reparlerai de DC Heroes United la semaine prochaine. Peut-être qu'on aura d'autres infos dans le week-end, je ne sais pas. On passe à un autre sujet, du coup. C'est toujours du DC Comics. On a énormément de DC Comics. DC a été très actif ce week-end, ou même cette semaine, je dirais, parce que ça date pas de la... C'est une info qui date pas de la SDCC. Mais Aquaman est en eau trouble. Comme je l'ai sous-titré, le milliard de Aquaman 1 paraît bien loin, oui. Aquaman en eau trouble, le film, vous savez, il est en production depuis le Covid, donc il a été fortement impacté par le Covid. Il y a eu énormément de changements à la direction du studio, de Warner Bros, qui a été racheté par Discovery, tout ça. Donc le film a été malmené comme d'autres, dont je vais citer les noms après. Et sachez que Aquaman a été vu, revu, refait. C'est un merdier. En gros, le film Aquaman de base, présentait l'histoire d'Aquaman The Lost Kingdom comme ils avaient prévu de la présenter. Puis au final, ils se sont dit, avec tout ça, les gars, nous qui n'avons pas été encore rachetés par Discovery à l'époque, Walter Hamada qui dit, il faut absolument que Michael Keaton soit notre nouveau Batman. Bon. On passera sur cette idée, vous pensez ce que vous voulez avec ça. Finalement, il y a une version qui a été faite. On a rajouté du coup Michael Keaton dans le script. On a tourné avec des scènes de Michael Keaton en Batman, apparemment. Le résultat était pas bon. Et Discovery a racheté Warner Bros. Et puis là, du coup, ça a changé la donne. Du coup, avec en plus ce qui se prévoyait avec The Flash, dont on va parler, on s'est dit, tiens, on va rajouter Ben Affleck en Batman dedans. On va rajouter un deuxième Batman. On va peut-être même changer. Peut-être même qu'on va enlever Keaton pour laisser juste Ben Affleck. Là, c'est compliqué, C'est quand même compliqué. Et donc, on a des versions avec des Batman. Et puis au final, ils ont fait marche arrière. Finalement, il n'y aura pas de Batman dans le film. Merci. Quand même, épargnez-nous un petit peu, c'est gentil. La raison serait... celle invoquée, et pour le coup, je salue James Gunn, même si j'étais assez critique, et je vais pas parler de The Flash, j'ai pas prévu de parler de The Flash aujourd'hui. Croyez bien que j'ai vu le film, je suis hors de moi. Et là, on a deux décisions de James Gunn qui sont complètement contradictoires. C'est un film The Flash qui est horrible, il est vraiment horrible. Et puis, on a une super décision de son côté sur Aquaman. Il a été dit Aquaman, c'est Aquaman. On le laisse avec Aquaman. On veut pas donner de faux espoirs aux gens avec le retour de Ben Affleck, etc. Même si c'était cool. De toute façon, les retours des comment on va dire des screen tests là étaient pas dingues. Donc,
ils ont retiré les Batman du film. Bon, on aura un film qui parlera d'Aquaman, un film Aquaman qui parlera d'Aquaman. Waouh, génial les gars, ouais, génial. Bravo. Non, vraiment, bravo. Non, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Hein. Un film Aquaman qui va parler d'Aquaman, c'est du jamais vu. Bravo à eux pour cette décision. Et donc, voilà, un film qu'on va déjà mettre à la poubelle. Bah oui, soyons sérieux. On a vu Black Adam, on a vu Shazam 2, on a vu The Flash, et on s'apprête à mettre Aquaman à la poubelle. Je vous le dis d'entrée. Je pense malheureusement que peu importe ce qu'ils essaient de faire, ça marchera pas. Ils essayent de sauver les meubles avec des idées saugrenues comme ça. Je pense que ça marchera pas. Je fais déjà mon deuil là-dessus. J'avais beaucoup aimé le premier Aquaman. Le grand public avait apprécié Aquaman. Je vous rappelle qu'il a fait 1 million, hein, quand même. Hein, 1 milliard, pardon. Que dis-je 1 milliard au box-office. C'est pas rien. Je peux vous dire que j'attendais ce Aquaman en me disant waouh, si ça suit la même vibe que le premier. Moi j'avais adoré, notamment des personnages comme Black Manta que j'adore. Vraiment, je vous dis, j'avais vraiment été en mode ok, c'est un film grand public, je l'ai pris tel quel, mais il est cool, il est bien amené. Pour moi c'est un peu mieux que ce qu'avait fait Marvel à l'époque. Et du coup j'étais assez content. Bah là non, là j'en peux plus. Quand on a vu Black Adam, on se dit c'est pas possible. Black Adam c'est un enfer. Enfin, j'exagère parce que Black Adam, j'ai pas passé un mauvais moment sur mon premier visionnage. C'est juste que quand tu ressors de la salle de cinéma, tu te dis juste ouais, il y a des trucs les gars, franchement c'est abusé. Après les choix comme Pierce Brosnan en Dr Fate, c'est génial. Aldis Hodge en Hawkman, c'est génial. Il y a vraiment des bons choix hein. Mais Black Adam, on sent que The Rock, il a une part importante dans le truc. En plus, venez, on ramène Henry Cavill en Superman. Non, finalement en fait, on le ramène pas. Non mais c'est bon, vous saoulez. Shazam 2, il était horrible. C'est peut-être le pire film d'ici jusque-là, hein, franchement. Hein. Il était vraiment horrible. Et The Flash, voilà, The Flash. Donc voilà, quelle sera la suite à tout ça à donner ? Parce que là, on parle d'Aquaman qui devrait sortir le 20 décembre. Sauf report, parce que je vous rappelle, hein, grève des scénaristes, grève des acteurs. Le film, il a des screen tests catastrophiques, donc il va avoir besoin d'une grosse promo pour faire des entrées au cinéma. Donc, il a besoin de ses acteurs. Je vous rappelle que la grève interdit aux acteurs de se rendre sur les promotions de leurs films. Donc, tout laisse à penser qu'Aquaman ne sortira pas en 2023. Désolé pour le spoil. Je pense qu'Aquaman ne sortira pas en 2023. Néanmoins, avant ça, on aura Blue Beetle qui sortira le 16 août. Vous savez, Blue Beetle, le personnage qui va faire partie du DC Universe, mais son film n'est pas dans le DC Universe, puisque le DC Universe commence avec Superman Legacy. Oh, j'en peux plus de cette série, c'est pire que les Feux de l'amour, putain. Je vous jure, je suis à bout. Je suis à bout. Donc voilà, advienne que pourra, hein, comme qui dirait. Allez, on passe aux brèves, du coup. On finira avec des brèves. Puisqu'il n'y aura pas de sortie de comics, je vous rappelle que les éditions françaises voilà, sont en vacances. C'est une petite pause estivale pour les maisons d'édition françaises du moins. Et sur les brèves, on va parler d'abord de Netflix. Netflix s'apprête à supprimer son offre essentielle. Oui, vous avez bien entendu. Est-ce que vous savez ce qu'est l'offre essentielle ? Attendez, je vous raconte tout. Déjà, il faut savoir que Netflix a arrêté ses partages de comptes. Vous savez, ils ont bloqué les partages de comptes, enfin, soi-disant, essayé de bloquer les partages de comptes, etc. Et bah, sachez qu'ils ont quand même récupéré près de 6 millions d'abonnés, c'est con. C'est que c'était un move super malin. Tout le monde disait qu'ils allaient perdre des abonnés et tout, ils en ont gagné. Donc, c'est pas rien, ils ont gagné 6 millions d'abonnés. Et du coup, maintenant, ils s'apprêtent à supprimer leur offre essentielle après avoir ajouté leur offre avec publicité. Donc, pour rappel, aujourd'hui, on a une offre avec publicité à peu près 6 €. Ok ? On a une offre essentielle à 9 €. Ok ? On a une offre, je sais plus, premium. Non, c'est pas premium, c'est l'autre. Standard à 13,50 €. Ça commence à faire cher. Et premium à 18 €. Voilà. Pour les infos, qu'est-ce qu'il y a dedans ? La première offre, il y a de la publicité et du 1080p. L'offre essentielle, il y a du 720p à moindre coût. L'offre standard, c'est du 1080 et l'offre premium, c'est de la 4K. Voilà, grosso modo. Paye ta 4K à 18 €, s'il te plaît. C'est quand même cher. Et bah, sachez qu'en plus de ça, et bah, l'offre essentielle qui a déjà été supprimée au Canada et aux USA va sûrement, hein, je suppute, mais bon, étant donné que c'est déjà le cas dans d'autres pays, ça risque d'arriver en France. Supprimer son offre essentielle en France, l'offre du coup à 8,99 € par mois. Notamment sur le site, on se rend compte qu'aujourd'hui, sur le site, il faut cliquer
sur un petit déroulant en dessous pour avoir du coup accès du coup à l'offre essentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez 3 offres, l'offre avec pub, la standard, la premium, et il faut cliquer sur un petit bouton en bas pour que l'offre essentielle s'affiche. Déjà, donc ça en dit gros, hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous n'allez avoir la possibilité incessamment sous peu de n'avoir que l'offre avec publicité, donc du 1080p, de la publicité pour 6 € par mois, ou alors l'offre standard en 1080p sans publicité à 13,50 €. Et de la 4K en premium. La 4K, putain, à 18 €. Voilà. Bon. Ça fait mal, hein. Non, ça fait mal. Ça fait très très mal. Vraiment. Je peux vous jurer que pour les plateformes qui font de la 4K sans diversifier leur offre comme ça, voilà, je pense à Disney+, même à Prime. Je crois qu'ils proposent la 4K sans tergiverser sur des offres de prix, il me semble. Bon, bah ça, après, c'est un autre sujet, hein. Là, le sujet, c'est vraiment qu'en tout cas, ils s'apprêtent à supprimer l'offre essentielle, donc l'offre standard. Non, enfin, pas l'offre standard, l'offre essentielle que la plupart des gens qui avaient un tout petit budget utilisé sans vouloir avoir de pub, bah ça va sauter, les gars. Il faudra soit mettre 6 €, soit 13,50, soit 18. Voilà, il n'y a plus le choix. Soit vous tapez de la pub à 6 €, soit vous payez 13,50 pour pas avoir de pub. C'est la même chose, hein. C'est juste que vous payez la pub, là en gros, vous économisez 7,50 €. Si vous voulez pas de pub, vous payez 7,50 € de plus. C'est immonde, la stratégie est immonde. Nouvelle brève, du coup, Sony qui va sortir son Sony Access Controller. Je parle bien d'une manette qui s'adapte aux conditions des joueurs en situation de handicap, du coup, une manette d'accessibilité finalement, qui va enfin sortir le 6 décembre. Elle sera vendue à un tarif de 90 € quand même, hein. Qui se présente avec un joystick et des touches que tu peux interchanger et mettre de la manière dont tu veux. Donc c'est relativement cool. Parce que il faut ce genre de geste. Il faut penser à tout le monde, hein. Il y a des gamers de toutes sortes et les gens qui sont handicapés, peu importe leur handicap, ont le droit également de profiter des jeux vidéo et des super histoires qu'on peut nous raconter à travers les jeux vidéo. Donc c'est une très bonne chose, du coup. Ça sortira le 6 décembre. C'est un peu cher, mais bon, après, je suis pas la cible, donc je sais pas exactement si ça vaut son prix ou pas, sincèrement. Je pense qu'en tout cas, ça permettra à des gens de jouer à des jeux vidéo. Donc ouais, est-ce qu'il faut payer ce prix-là? Après, c'est pas à moi d'en juger. Vous avez également, parlons de Sony, parlons de PlayStation et parlons de Ratchet & Clank Rift Apart qui arrive sur PC le 26 juillet. Voilà, c'est juste l'info que je voulais dire parce que j'étais complètement passé à côté de sa sortie PC et je l'ai vu là et je me suis dit ça sort cette semaine, faut que j'en parle. Je vous recommande ce jeu à 100%. Je l'ai fait sur PS5, c'était le premier jeu que j'ai acheté, je crois. J'ai beaucoup aimé ce Ratchet & Clank Rift Apart. J'avais un peu joué à Ratchet & Clank au préalable, mais ça me semblait être des jeux qui étaient très pour les jeunes, en fait, vraiment pour les plus jeunes que moi. Et bah j'ai pris un plaisir fou sur Ratchet & Clank Rift Apart. Donc profitez-en sur PC en espérant qu'il soit bien optimisé. Parce qu'on connaît les portages PlayStation. Alors j'adore Insomniac Games, hein, mais je crois que Spider-Man a eu quelques problèmes au lancement sur PC. Voilà, c'est les studios PlayStation sur les portages PC. Hein, on va parler de The Last of Us aussi. Hein, c'était catastrophique. Donc bon, bah, peut-être pas à prendre Day One, mais en tout cas intéressez-y-vous si vous avez l'occasion. Ça sort le 26 juillet, donc cette semaine-là. Et c'est 100% recommandé. Il y a beaucoup de fun à prendre. Pas beaucoup d'heures de jeu, hein, franchement, le jeu est pas très long, mais par contre, c'est vraiment que du fun. C'est bien foutu et c'est génial à faire. La semaine dernière, les amis, je vous parlais de The Boys Gen V, et bah je vous en parle encore parce que la semaine dernière, je vous disais que c'était dispo en septembre. Et bah là, on a une affiche avec une date, c'est dispo le 29 septembre, donc ce sera le 29 septembre qu'on aura The Boys Gen V. Pour rappel, qu'est-ce que ça racontera? Ça racontera une université du coup de super héros, si je puis dire, dans l'univers de The Boys. Du coup, on aura des jeunes qui ont l'air d'être assez présomptueux puisque le poster propose un personnage au premier plan adossé à une statue du Homelander taguée. Donc voilà, faut avoir les burnes quand même de taguer la statue du Homelander. C'est pas rien. En parlant du Homelander, petite info qui me revient, je l'ai même pas noté, mais je l'ai vu ce matin et j'ai oublié de la noter. Sachez que Mortal Kombat 1 qui sortira bientôt, j'ai plus la date. Mortal Kombat 1
Donc vous savez, c'est le nouveau Mortal Kombat, ils l'ont appelé 1, ils ont une sorte de reboot de la franchise et tout. Et bah sachez que dans Mortal Kombat 1, il y aura le Homelander. Voilà, ils ont annoncé ça cette nuit. Il y aura le Homelander dans Mortal Kombat, alors ça... Quel move incroyable. Je crois que j'ai envie d'acheter Mortal Kombat 1 juste pour jouer le Homelander, hein, genre vraiment. Vraiment. Sachez également qu'il y aura Omni-Man de Invincible. Je parlais d'Invincible tout à l'heure, et bah Omni-Man c'est le père de Mark Grayson, du coup le personnage principal. Donc on aura Omni-Man dedans, et on aura également le Peacemaker, du coup l'univers DC, hein, le Peacemaker qui a eu sa série par James Gunn chez DC. Donc voilà, des nouveaux personnages dans Mortal Kombat, ça va être super intéressant, notamment le Homelander, quoi. Genre vraiment, hein, là dans le genre, là au style Mortal Kombat, ça colle 100%. Et on finira par une grosse news. Une grosse news, pas si grosse, mais grosse quand même. Je vous le montre, voilà. Je le décris pour les audiophiles du coup. C'est une PlayStation 5 Spider-Man 2 édition. Voilà, c'était annoncé sur le PlayStation Blog. Ça sera en précommande à partir du 28 juillet, soit la semaine prochaine, dans 6 jours aujourd'hui. C'est une PlayStation 5 qui... donc il y a un pack en fait, un pack avec le jeu Spider-Man 2, une PS5 à l'effigie de Spider-Man 2 et une DualSense, du coup la manette à l'effigie de Spider-Man 2. Elle est incroyable, et donc la bonne nouvelle pour les gens qui possèdent aujourd'hui une PlayStation 5, donc les gens comme moi, c'est qu'on peut acheter la DualSense à part, bien entendu. On peut acheter la DualSense, on peut l'avoir, voilà, elle est disponible, elle sera disponible, etc. Mais surtout, on peut acheter aussi les plaques. Et voilà, donc je sais pas combien ils vont sortir, mais on peut acheter les plaques pour moi qui est déjà une console. Je vous jure que l'achat des plaques là, voilà, ça chatouille, hein, ça chatouille. Je vais attendre le 28 juillet pour découvrir les prix de tout ça parce que j'ai pas vu du tout les prix. Je sais pas s'ils sont sortis, mais voilà, je vais attendre le 28 juillet et je vais me retenir fort parce que franchement, pour le décrire pour les audiophiles, en gros, comment elle se trouve du coup, voilà, la PlayStation en fait est noire. Bien entendu, avec le gros symbole du Spider-Man en blanc sur fond rouge. En gros, on voit une sorte de une sorte de Venom finalement qui vient avaler le rouge de la console. Donc il y a une partie de rouge, une sorte de diagonale en rouge qui est déployée avec le Venom qui vient inspirer du coup le rouge et donc l'araignée, le symbole de Spider-Man. Ça c'est pour la face avant, et la face arrière est toute noire avec également le symbole de Spider-Man. Et la manette quant à elle a un côté, elle est quasi noire en fin de compte, mais elle a le même aspect un peu en diagonale sur la partie droite de la manette qui a une sorte de Venom qui aspire le rouge, et le symbole du Spider-Man sur le pavé tactile bien entendu. C'est quand même super beau. Moi j'aime beaucoup en fait le côté minimaliste comme ça me plaît de ouf, sachant que Spidey et Venom sont quand même deux de mes personnages favoris de l'univers Marvel, donc c'est d'autant plus intéressant. Pour rappel, il y a également un collector Spider-Man 2 qui sort, qui s'avère exceptionnel, avec une figurine qui présente Venom et Spider-Man, du coup Peter Parker, et Spider-Man Miles Morales. Je peux vous dire que là déjà je me retiens déjà fort, hein. Je me retiens. Mais bon, ils ont compris, Sony, ils ont compris comment nous faire passer à la caisse. Ils ont compris. Bon, en tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Ça aurait été peut-être un petit peu long, mais en tout cas, ça aurait été une grosse édition avec la SDCC notamment. Et voilà, c'est fini pour le replay. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Rejoignez-nous sur Twitch si vous en avez l'occasion. Le Discord est ouvert. Vous pouvez aussi me trouver sur les réseaux. Vous trouverez tous les liens facilement sur Internet. On se revoit à la prochaine édition la semaine prochaine. Salut!